Bonjour à tous et bienvenue dans la quotidienne du jeudi 14 avril sur Nyon Région Télévision. Aujourd'hui, en sport, on reçoit Thomas Kupfer, qui est le nouveau président de l'US Terre Sainte. Et puis en culture, on ouvrira une nouvelle page Vision du réel en recevant le réalisateur Funachu Peter Hentel. Mais place à l'actualité d'abord. Au sujet de la crise de l'administration nyonnaise, le SSP Vaud a publié le 5 avril dernier un communiqué intitulé « Loin de jouer réellement l'apaisement, la municipalité approfondit la crise ». Son secrétaire David Guigax était avec moi en plateau en début de semaine. On regarde. David Guigax, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Nyon Région Télévision. Vous êtes le secrétaire du SSP. Alors, on vous reçoit puisque le 5 avril dernier, le SSP Vaud envoyait aux rédactions un communiqué de presse intitulé « Loin de jouer réellement l'apaisement, la municipalité approfondit la crise » au sujet de la crise à Nyon, bien entendu. Est-ce que c'est réellement votre sentiment que la municipalité aggraverait finalement cette crise ? En tout cas, la réalité, c'est que la municipalité souhaite passer un petit peu l'éponge sur ce qui s'est passé en essayant de ne pas trop regarder en arrière ou pas trop réparer les dégâts qui ont été faits et puis de dire que tout va bien, que l'apaisement est à l'ordre du jour. Or, en réalité, ce n'est pas exactement ce que la municipalité s'apprête à faire. On sait qu'il y a des choses qui ne vont pas dans le bon sens. Il y a eu le retour aussi du secrétaire municipal en poste, ce qui pose problème aussi, évidemment, aussi au niveau du climat de travail. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous en pensez justement du retour du secrétaire municipal qui a repris partiellement ses fonctions depuis le début du mois d'avril ? En soi, on n'en pense rien. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'est-ce qui est mis en place pour protéger le personnel, les salariés de la ville par rapport à des choses qui se sont passées. Qu'est-ce qui est mis en place pour constater ce qui s'est passé réellement et qu'est-ce qui est mis en place pour réparer ce qui s'est passé. Et là, à ce niveau-là, il n'y a rien. Donc c'est ça notre problème. C'est le fait que cette crise continue, l'ambiance de travail est délétère à la ville de Nyon, dans de nombreux services. Il y a des gens qui n'ont pas le droit de parler à d'autres collègues. Enfin, on est quand même dans une situation où le climat de travail est détestable et désagréable, pire que ça. Et pour nous, ce n'est pas un climat normal et on ne pense pas qu'en disant on avance, ça va bien aller, ça va marcher comme ça. Ça ne marchera pas comme ça. Pourtant, la municipalité a mis en place un calendrier de sortie de crise. Pour vous, c'est pas suffisant, en tout cas, ce que fait la municipalité à Nyon aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça ? Elle ne reconnaît pas le fait qu'il y a des gens qui ont été maltraités et que ces gens ont droit à réparation. Donc, tant que ça n'est pas reconnu et que ces gens-là sont susceptibles d'être punis pour avoir été des victimes, nous, on pense que ça ne va pas. Donc si ça existe, ça veut dire qu'il y a une forme d'impunité à ce qui se passe à la ville et que les cadres, ou un certain nombre de cadres, peuvent tout se permettre et puis qu'il n'y a pas de sanctions ou très peu de sanctions, alors que d'autres qui sont victimes ne peuvent pas dénoncer parce que s'ils dénoncent, c'est eux qui seront sanctionnés. Quelle réparation il faudrait ? Et la reconnaissance déjà. La reconnaissance, c'est-à-dire on entend les gens au titre de victimes ou au titre de plaignants et puis on établit les faits. Ça, il manque ça déjà. Le rapport Muller l'a fait en partie, mais ce rapport, je vous rappelle qu'il est resté totalement confidentiel, que personne n'y a eu accès à part la municipalité elle-même, et encore. Et donc on pense qu'il y a effectivement là-dedans, et en plus il n'y avait pas de problématisation dans ce rapport. On a dit au juge Muller, il faut établir la situation, mais on ne sait pas quel a été son mandat. Les gens qui ont été entendus, des plaignantes qui ont été entendues dans le rapport, pour le rapport, ne savent pas à quel titre elles ont été entendues. Donc elles n'ont pas été entendues comme plaignantes. Donc il n'y a pas de reconnaissance du statut des uns et des autres. Donc, est-ce que le SSP a eu accès à ce document ? Mais vous le savez. Vous le savez. C'est-à-dire oui, la réponse. C'est-à-dire en partie oui. Justement, à ce propos, dans les informations que vous communiquez, vous nous apprenez aussi dans ce communiqué daté du 5 avril que la chef de l'office informatique s'apprête à être licenciée. Ces informations, finalement, vous les tenez d'où de ce rapport, justement ? Non, on ne tient pas du rapport, mais parce que c'est la municipalité qui agit de cette façon-là. Donc c'est ça que je veux dire, vous voyez. Alors, on va éviter de parler des personnes, parce que c'est un peu ciblant, et puis c'est un petit peu compliqué dans les procédures qui sont en cours. Mais quand je dis elle a approfondi la crise, ça veut dire qu'effectivement, on considère que des gens doivent être déplacés ou doivent quitter leur poste, alors qu'en fait, il n'y a rien à leur reprocher. Il n'y en a rien à leur reprocher. On peut se poser la question, parce que justement, sur les informations que vous dévoilez, on a l'impression, puisque ce n'est pas le premier communiqué de presse au sujet de la crise à Nyon que vous publiez avec le SSP Vaud, mais on a l'impression que vous, que vous donnez des informations un petit peu au compte-gouttes. Là, on apprend justement ce qui concerne la chef de l'office informatique. Pourquoi divulguer ces informations comme cela au compte-gouttes et pourquoi finalement ne pas donner toutes les informations qui sont en votre possession ?
Comme je vous dis, en partie, c'est parce qu'on essaie aussi de protéger les gens, de ne pas les exposer plus qu'ils ne sont déjà, ce qui est déjà compliqué, parce que c'est des gens qui vivent des situations extrêmement brutales, extrêmement difficiles, et qui ne les vivent pas bien. Donc il y a cet aspect-là. Puis on ne cherche rien à feuilletonner. Je veux dire, on a des informations à un moment donné, on estime devoir agir. Nous, on est un syndicat. On n'est pas une autorité ou une agence de presse ou je ne sais quoi. On est un syndicat. Donc on fait les choses qu'on estime devoir faire pour protéger les salariés, défendre leurs conditions de travail, défendre leur emploi, leur poste de travail. Et donc dans ce cadre-là, on agit en fonction de ça. Donc vous divulguez les informations au moment où vous en prenez connaissance, c'est ça que vous nous dites ? Pas forcément, mais on ne va pas faire chaque fois un communiqué de presse chaque semaine pour dire à chaque fois ce qui se passe à la Ville de Nyon, parce qu'on nous accuserait précisément de ce qu'on nous accuse de faire aujourd'hui. Oui, mais justement, pourquoi ne pas donner toutes les informations directement ? Et parce que les informations, elles évoluent, parce que la situation évolue. C'est pour ça que là, il y a une dynamique un petit peu de politique qui consiste à dire on va de l'avant, c'est difficile, mais on avance, etc. Nous, on pense que les choses, pour avancer, elles doivent être clarifiées, contextualisées, problématisées. On doit pouvoir dire il y a eu des choses graves qui se sont passées, on ne doit pas les laisser passer, on sanctionne pour avancer ou on reconnaît pour avancer. Or, ce n'est pas ce qui se passe. C'est une espèce de fuite en avant où on va... Maintenant, il y a eu évidemment la suite, vous la connaissez, vous me poserez certainement des questions là-dessus. Le fait qu'un rapport, disons, de la municipalité a été éventé, donc voilà. Donc on peut imaginer bien que la confidentialité, pour certains cas, elle devrait être absolue, il ne faudrait rien dire, le rapport Muller, il ne doit pas sortir, il y a une plainte pénale parce qu'il est sorti. Et puis par contre, là, il y a un document de la municipalité qui arrive dans les médias. On peut aussi se poser des questions. En toile de fond, alors, il y a aussi le nouveau règlement du personnel qui nous a été fourni par la municipalité, qui, selon le calendrier intentionnel, devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2023. Vous y croyez, vous, à cette date, au vu de la situation actuelle ? Disons, le problème de la date, il est secondaire pour nous. Parce que nous, ce qui nous préoccupe, c'est les conditions de travail du personnel de la ville de Nyon. Donc nous, on considère que le projet actuel du règlement, et on l'a écrit à la municipalité, on attend ses déterminations sur ce qu'on a dit, mais il y a des problèmes assez importants dans ce règlement, en particulier une liste totalement invraisemblable de motifs de licenciement. Invraisemblable, dans le sens où l'arbitraire le plus total peut être un motif de licenciement, c'est-à-dire que la mauvaise volonté, qui apparaît dans plusieurs articles, peut être un motif de licenciement. Ça, même le Code des obligations ne prévoit pas ça dans le droit suisse. Et comment donc on est en dessous de ce qui se passe dans le privé, c'est-à-dire qu'un chef peut considérer que si quelqu'un est allé à la commission du personnel, ou l'embête parce qu'il discute avec ses collègues des conditions, ou il voudrait sa pause, ça c'est de la mauvaise volonté, je te licencie. Je rappelle que dans le droit du travail, le licenciement c'est l'ultima ratio. C'est la dernière mesure qu'on prend, parce que c'est la plus grave et la plus importante. Mais là, le licenciement c'est mauvaise volonté, je te licencie. Et puis, nous, on a demandé qu'il y ait un avertissement, parce que c'est la moindre des choses. On dit aux gens ce qui ne va pas, on leur demande de corriger. Si ça ne va pas, on peut les licencier, mais ils peuvent s'amender, ils peuvent corriger leur attitude, leur comportement ou leurs compétences. Là, ce n'est même pas le cas. L'avertissement, il peut ne pas être donné si on estime, évidemment étant l'employeur, que ça ne sert à rien, parce que celui-là, de toute façon, il va faire comme il veut, et donc il ne va pas nous entendre. Donc là, c'est l'arbitraire le plus total dans un règlement quand même de droit public. Et comment vous intervenez dans ces négociations pour justement l'élaboration de ce nouveau règlement du personnel ? Il y avait des négociations jusqu'à la fin du mois de mars, mi-mars. On nous a demandé maintenant on veut plus qu'il y ait des négociations. La partie, municipale a dit que c'était la fin des négociations, qu'il fallait qu'on échange des courriers. Alors nous, on a échangé des courriers parce qu'on veut aller de l'avant. Nous, on veut que les choses avancent, mais pas qu'elles se fassent au détriment des conditions de travail du personnel. Donc là, il y a des articles pour licenciement qui sont pires que dans le privé. Donc, on n'est pas d'accord avec ça, on se bat. On est un syndicat, donc on se bat. Donc on se bat, on a écrit à la municipalité sur plusieurs points qui ne vont pas. Il y a celui-là, il y en a d'autres. Justement, vous faites partie de ces négociations-là avec la ville de Nyon ? Les négociations, elles ont eu lieu en septembre. Après, il y a eu une espèce de pause au début janvier parce qu'il y a eu ce qui s'est passé et puis que ce n'était pas un contexte très favorable à la discussion. Et puis nous, on est revenu là-dessus parce qu'on dit, maintenant, nous, on pensait qu'on allait discuter encore. Parce que voilà, on a dit, il y a des problèmes. On a rencontré le personnel... Et ça fait combien d'années, sincèrement ? Mais vous dites par rapport à l'impatience d'arriver... Oui, par rapport à ce nouveau règlement. Je traduis vos propos. Vous avez l'air impatient que ce nouveau règlement entre en vigueur. Mais nous, il n'y a pas de problème. Il peut entrer en vigueur demain. Mais nous, on ne va pas dire on accepte n'importe quoi parce que c'est important que ça rentre en vigueur tout de suite. Nous, on est un syndicat, je me répète. Donc nous, le délai politique de la municipalité, c'est son calendrier. C'est elle qui a décidé qu'elle voulait le soumettre avant l'été ou juste après l'été au conseil communal de Nyon. Mais ça, c'est son calendrier. Mais si nous, on n'est pas d'accord avec le contenu... Nous, on va faire une assemblée du personnel le 5 mai. Nous, on veut que les gens viennent, disent on a consulté le personnel. Il y a eu des séances à la fin du mois de mars, très suivies par le personnel. Évidemment, dans le contexte actuel, et vu le règlement, ça a été très suivi. Ces gens nous ont dit ça ne va pas. Il y a des choses qui ne vont pas. Ce que je vous dis là, le fait qu'il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de cellule d'enquête qui soit prévue. Ça veut dire qu'avec ce qui s'est passé,
on envoie le personnel sans dire. Alors, toutes les administrations publiques aujourd'hui prévoient des types d'enquêtes pour quand il y a des situations compliquées, de conflits, de harcèlement. Et bien la municipalité de Nyon ne voudrait pas de ça. C'est quand même un peu choquant, non? Alors, en changeant ce règlement, justement, vous l'avez dit, hein, il y aurait aussi la possibilité de renvoyer plus directement un employé. Dans le cas ici, ça n'aurait pas aidé à régler la situation, selon vous? Ben non, parce que ce qui s'est passé, c'est que maintenant, ce qu'on a vu, le fonctionnement qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est qu'on contourne de fait la protection contre les licenciements en disant aux gens qu'on veut voir partir, à qui on n'a rien à reprocher. Sur le plan professionnel, à qui on n'a rien à reprocher. Ce pas des gens qui sont partis parce qu'ils étaient incompétents, parce qu'ils avaient commis des fautes graves, etc. etc. Ces gens qui sont partis, le grand turnover qu'on a constaté chez les cadres, c'est jamais été pour ça. C'est pour d'autres raisons qu'on ne connaît pas. D'accord ? C'est pour d'autres raisons qu'on ne connaît pas. Donc on contourne le règlement pour pouvoir licencier des gens. Maintenant, ce qu'on nous propose ici, dans ce règlement, c'est de dire on valide, on légalise en fait une pratique antérieure qui est tu ne me plais pas, tu es de mauvaise volonté, tu pars. On légalise cette pratique avec ce texte, mais ça concernera tout le monde. Tout le personnel de la ville est menacé par ça. Et ça, c'est ça qui est dangereux pour nous. Ça veut dire que du jardinier à la secrétaire, à l'éducatrice de l'enfance, tout le monde va être concerné par « tu me plais pas, tu pars ». Alors la prochaine étape, justement, dans les dates, c'est l'Assemblée du personnel qui aura lieu le 5 mai prochain. Est-ce que le SSP Vaud sera présent? Et si oui, qu'est-ce qu'il dira? Eh bien, ça dépendra de la réponse qu'on va recevoir de la municipalité, qu'on espère recevoir avant le 5 mai, parce qu'on nous a demandé de nous positionner dans un délai très court après la dernière séance de négociation. Nous, on l'a fait, on a écrit, on a dit voilà ce qui ne va pas. Par écrit, on a fait parvenir une lettre d'accompagnement de 3 pages, plus un tableau récapitulatif de toutes nos positions sur chaque article du règlement, et puis on attend la réponse de la municipalité. S'ils nous disent on est d'accord, on supprime ces articles pour licenciement, on remet des articles qui ressembleraient à la loi sur le personnel de l'État de Vaud, par exemple. C'est ce qu'on a proposé, nous, comme contre-proposition. Si on nous dit ça, on nous dit d'accord pour une cellule d'enquête indépendante qui peut être sollicitée par les employés. Si on nous dit que sur l'égalité homme-femme, on fait des pas en avant. Si ça va, si la municipalité rentre en discussion sur ces points-là, on dira qu'on est d'accord et qu'on est favorable au règlement. Il y aura des ajustements à faire, mais on sera en gros sur les points centraux, on aura un accord. Mais si la municipalité nous dit non, parce que nous on veut ça, nous on dira on n'est pas d'accord. Quand il y a un conflit, il y a un conflit. Vous savez comment on fait dans les rapports sociaux. En Suisse, on n'est pas très habitué. Mais nous, au SSP, on aura des propositions à faire au personnel en fonction des réponses de la municipalité à l'Assemblée générale du 5 mai. Alors rendez-vous le 5 mai. David Guigax, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et très belle journée. Merci, à vous aussi, merci. Alexandre Démétriades, bonjour. Bonjour. Vous êtes municipal en charge des ressources humaines à Nyon. Vous venez d'entendre cette interview avec le SSP Vaud. Alors, qui dit, je cite, la municipalité aggraverait la crise et ne ferait rien pour apaiser les tensions. Un constat assez dur. Qu'est-ce que vous avez à lui répondre ? Bon, je trouve quelque peu piquant de dire que la municipalité ne souhaite pas apaiser les tensions venant de la part de quelqu'un qui fait un communiqué de presse incendiaire vis-à-vis de la municipalité sans même nous avoir écrit une lettre au préalable. Non, sérieusement, du côté de la municipalité, nous gardons le cap depuis novembre. Nous avons lancé une enquête administrative, nous en avons eu les résultats. Nous avons reconnu les souffrances qu'ont vécues les personnes concernées. Nous l'avons fait publiquement. Pourtant, c'est ce qu'ils vous reprochent encore. Nous l'avons fait en novembre, nous l'avons fait lors du Conseil extraordinaire de janvier. On a dit publiquement qu'il y avait eu des comportements inacceptables, qu'il y avait des souffrances de la part du personnel. Et nous avons pris les sanctions que le rapport d'enquête nous recommandait de prendre. C'est des procédures qui prennent du temps. Il y a un droit d'être entendu, donc ça prend du temps. Mais par ailleurs, nous avons aussi mis des mesures d'accompagnement pour essayer d'accompagner le retour au travail du personnel. Et nous gardons ce cap malgré les très très fortes pressions qu'essayent de nous mettre des protagonistes comme le SSP qui le fait là. Une des informations qui a été divulguée dans ce communiqué de presse, ce serait concernant la chef de l'office informatique qui serait licenciée, alors selon le SSP Vaud, licenciée alors qu'elle serait victime. Alors c'est particulier d'évoquer cette question parce que d'une part c'est une procédure en cours. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est une procédure qui est en cours avant qu'il y ait eu le rapport d'enquête. Donc c'est l'ancienne municipalité qui avait lancé cette procédure, en l'occurrence de suppression de postes.
Ils essayent de lier cette affaire à l'enquête administrative, mais c'est parfaitement faux. Et puis, comme pour les procédures en cours, notre ligne, c'est de dire que nous n'en parlons pas. On voit bien que le représentant du SSP est un peu mal à l'aise quand vous lui posez la question, mais nous ne devons pas parler de ces questions-là, nous ne le faisons pas parce que c'est des procédures qui sont en cours. Et j'aimerais juste aussi donner une précision sur l'ensemble, c'est que là, le SSP voilà, nous attaque, mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour le retour au travail des gens, comme je vous le dis, il y a des procédures qui sont en cours, mais que nos interlocuteurs, ce sont des avocats. Ça n'est pas le SSP dans le cadre de cette crise. Il joue un rôle par ailleurs, mais nos interlocuteurs, ce sont les avocats des personnes concernées. Donc, il est facile de dire qu'il faudrait faire ça. Nous avons des discussions avec des avocats et nous ne les sortons pas dans la presse. Alors, le SSP joue un rôle notamment aussi dans ces négociations autour de ce nouveau règlement du personnel dont il est largement question dans l'interview que vous venez d'entendre. Alors le syndicat notamment dénonce, je cite, une liste invraisemblable de motifs de licenciement. Par exemple, la mauvaise volonté. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Alors ce que je réponds déjà, c'est que cette version du règlement sur les motifs de licenciement, le SSP, donc, qui est dans la délégation du personnel, le connaît depuis septembre. Il a attendu mars pour nous faire part de sa critique vis-à-vis de cette formulation d'article. Nous sommes ouverts au dialogue, nous sommes dans une négociation, donc nous recevons des contre-propositions de la part du SSP et la municipalité doit les traiter. Ce qui est un peu particulier, c'est que le SSP arrive seulement en mars avec des nouvelles propositions. La municipalité a dit « Attendez, on aimerait les recevoir concrètement, des versions écrites, et après on se prononce. » Nous n'avons jamais fermé la porte aux négociations. Ça, c'est important de le dire, contrairement à ce que dit monsieur Gygax. Donc nous, on doit traiter ces propositions, peut-être en faire des contre-propositions. Le dialogue est toujours ouvert. Je reste sur cet exemple justement de la mauvaise volonté. Il est dit par le SSP Vaud que ce serait un motif de licenciement qui interviendrait sans avertissement préalable. C'est vrai ça ? Non, de nouveau, on est dans une formulation d'article qui a été proposée. Le SSP, au nom du personnel, fait des contre-propositions. Nous, on va les traiter. On est ouvert à la discussion même sur ces éléments. On a pris des standards. L'article qui est proposé, c'est des standards dans d'autres communes qui existent. Nous, ce qui est important de dire, c'est que ce règlement, il doit être validé par le canton. Donc c'est absolument faux. C'est un jeu, je peux comprendre qu'il y ait un peu ce jeu, mais c'est absolument faux de dire que c'est l'arbitraire qui va prévaloir. Ça doit être accepté par le canton, donc ça doit être légal. Donc c'est une évidence qu'on va avoir un règlement qui sera légal. Alors dans ces négociations, où en êtes-vous justement avec le SSP Vaud, puisqu'il y a cette séance du personnel qui aura lieu le 5 mai, et vous venez d'entendre David Gygax qui dit « Nous attendons une réponse de la municipalité par rapport à nos contestations ». Alors justement, nous sommes en municipalité, nous devons pouvoir prendre le temps de traiter les demandes du SSP et éventuellement fournir des contre-propositions, et c'est ce que nous allons faire. Nous non plus, le 1er janvier 2023, ce n'est pas un impératif, c'est un objectif, mais s'il faut que ça prenne plus de temps, on va prendre plus de temps parce que notre objectif, c'est d'essayer de trouver un accord avec la délégation du personnel, au moins être d'accord sur les points sur lesquels on n'est pas d'accord, et surtout à la fin, c'est que l'ensemble du personnel se prononce. Notre objectif, c'est que l'ensemble du personnel accepte la proposition de règlement pour après le déposer au conseil communal. Alexandre Démétriades, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau pour répondre à nos questions. Je vous souhaite une très belle journée. Pareillement, merci. Et on ouvre à présent une page culture. Le festival de cinéma documentaire Vision du réel bat son plein, encore jusqu'à dimanche à Nyon. Et Gland, grand habitué du festival, le réalisateur Funachu Peter Hentel y présente son dernier film, Getting Old Stinks, une plongée dans son histoire et celle de sa famille, présentée dans la catégorie Burning Lights. On regarde des images avant de le recevoir en plateau. Hey! Big hand. It's no coincidence that I'm finally looking at these images now. Blow out the candles, Dad. I'm now the same age Dad was when he had his heart attack. Death is nothing at all. It does not count. I have only slipped away into the next room. I am but waiting for you. Ain't she nice? Look her over once or twice. And I ask you very confidentially, ain't she nice? Nous ont rejoint en plateau Thomas Kupfer, bonjour. Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le nouveau président de l'US Terre Sainte, donc on aura l'occasion de parler football et de parler de ce nouveau comité sous votre présidence juste après avoir parlé cinéma avec vous. Peter Hentel, bonjour. Bonjour. Merci aussi d'être avec nous. Alors on va parler de votre film. On a vu quelques images. Getting Old Stinks, projeté dans le cadre de Vision du réel, qui est un film sur votre famille et plus précisément sur votre papa. Pourquoi avoir voulu faire un film sur votre père aujourd'hui ? En fait, c'est lui qui propose l'idée de faire ce film. Il sait ce que je fais, que je suis cinéaste. Et il m'a dit, voilà, Peter, il faut faire un film qui s'appelle « C'est chouette d'être vieux ». J'ai commencé, en fait, j'habite ici. Ça date de quelques années, parce que je précise que votre papa est décédé en 2004. Exact. Donc, l'idée de ce film, qui devait justement être plutôt, la vieillesse, c'est chouette, ça date d'il y a maintenant une vingtaine d'années. Exactement, j'habite ici. Eux, ils habitent aux États-Unis. Et pour chaque anniversaire, je suis rentré pour le saluer et pour filmer. Et avec les années qui passent, la musique a changé un peu. Il commence de plus en plus de dire, en fait, « getting old stinks », veut dire vieillir, ça craint, ou vieillir... Ça pue, en fait, littéralement. Oui, que c'est un naufrage. Ah, vous êtes jeune. Ah bah oui. Je ne me rends pas compte, c'est ça? Oui, exactement. Demandez à vos grands-parents ou vos parents. Oui, Ils donnent quelques indices. Mais pourquoi vous avez changé justement de point de vue sur la vieillesse au fur et à mesure que vous aviez récupéré ces images d'archives? Vous deviez faire un film sur la vieillesse, c'est chouette. À quel moment vous avez switché? Ah, parce que je vieillis, merde. Oui, moi aussi. Donc en fait, j'ai perdu ma mère très jeune. C'était un accident d'un jour à l'autre. Et mon père, il est mort à 92 ans. Donc il y a deux façons de vivre le mort, justement, de décider. Donc voilà, donc je suis entre les deux et j'ai filmé sur 15 ans. Et pendant 15 ans, les images sont restées à l'armoire. Je n'ai rien fait. Ouais. Et à 67 ans, c'est le même âge que mon papa quand il a eu une crise cardiaque, même s'il a vécu jusqu'à 92 ans, mais quand même. Et quand moi, j'ai eu 67 ans, j'ai dit, c'est le moment ou jamais de regarder... ressortir ces images. Oui, de regarder ces images pour voir s'il y a un film, en espérant que, plus qu'on plonge dans la vie d'une famille, d'une personne, est-ce qu'il y a vraiment une possibilité que ça devienne universel? Parce que tout le monde, hélas, est vieilli, on perd des membres de la famille, etc. etc. Ouais. Voilà. Thomas Kupfer, vous entendez ces mots? Vieillir, ça pue. Vous êtes d'accord ou pas? Non, je pense qu'on n'est jamais assez vieux pour pas aussi avoir de l'expérience. Moi, je me bats aussi, vous verrez tout à l'heure dans nos ambitions pour la jeunesse et tout. Mais je pense vieillir, ça fait aussi d'avoir l'expérience et l'expertise. Et rester jeune, c'est dans la tête? On dit. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Sur les images et le montage de ce film, parce que du coup, les images, elles datent, on a compris, d'il y a plus de 20 ans. Vous l'aviez filmé à cette époque-là. Aujourd'hui, en regardant ces images aujourd'hui, est-ce que votre regard a changé sur votre papa, peut-être? En fait, ce qui est très intéressant, c'est les gens, j'ai demandé au festival de programmer très tôt. Parce que, et j'ai dit... Avant la projection, j'ai dit, je suis là toute la semaine, j'habite ici, donc je suis là toute la semaine. Oui, mais à côté de Nyon, je suis un grand fan du festival depuis 40 ans. J'ai dit, je suis là le matin, l'après-midi et le soir. Et j'ai dit aux spectateurs, je suis là si vous avez envie de parler, parce que j'imaginais que c'est un peu dur de parler de ces choses-là devant 300 personnes dans la salle. Donc j'ai dit, je suis là. Et beaucoup de gens sont venus vers moi pour parler, et ils parlent plutôt d'eux-mêmes, de leurs parents, de leurs grands-parents. C'est votre but, je crois, sur ce film, c'est-à-dire à la fois de parler de l'intime, de parler de votre propre histoire, de parler de votre famille. C'est à quel moment que ça touche l'universel et que ça parle aux gens? Le principe, c'est plus qu'on plonge dans ce qui est douloureux, plus qu'il y a une possibilité de toucher les autres. N'importe quelle culture passe par les mêmes choses fondamentales. Ouais. Ces images-là, on vous voit en train de câliner votre papa, on voit votre papa à son anniversaire aussi. Mais vous aviez l'habitude de toujours tout filmer dans votre famille? Juste vu que c'était sollicité par lui. C'est lui qui vous avait demandé? C'est lui qui a demandé de faire un film. C'est chouette d'être vieux.
voilà, d'avoir une caméra dans des fêtes, dans des anniversaires, quand on sort au resto pour fêter ça, c'était normal que je filme. Tout le monde, mais je fais ça, mais je tourne des films depuis 40 ans, donc les gens, ils ont l'habitude. Quand j'entre dans une situation pour faire un film, c'est pas toujours sur ma famille, hein. Ça c'est l'exception. En voyant ces images, et maintenant que vous avez, vous me l'avez dit, l'âge de votre papa au moment où il a eu sa crise cardiaque, vous trouvez que vous lui ressemblez ou pas? Pas physiquement, hein, je dis dans son attitude. Pas si optimiste. Ah. Non. C'est pour ça que vous, c'est vieillir ça pue, alors que lui, c'était vieillir c'est voilà. beau. Très bien, un petit mot quand même sur le festival Vision du réel. Vous l'avez dit, vous le connaissez depuis 40 ans. Ça représente quoi pour vous, ce festival? C'est essentiel, c'est mon festival préféré. Toujours, j'essaie d'avoir la première de mes films ici à Nyon, c'est important, vu que je suis d'ici. Et depuis Moritz Riekete-Halden, Jean Perret, Luciano Barisone avec Emily, justement. Mais moi, je reste là. Ouais. Et votre film Getting Old Stinks, alors peut-être qu'on pourra le voir encore au festival s'il reste des séances encore ce week-end, mais est-ce qu'il va sortir en salle? Oui, il y a un distributeur suisse et ça va sortir en salle. Mais il n'y a pas encore de date? Pas encore. Non, il faut préparer le chemin pour ça. Ouais. Bon, je vous remercie beaucoup de nous avoir parlé de votre film. On va se tourner maintenant vers Thomas Kupfer. Le football, ça vous parle, Peter Huntell, ou pas? Oui, je suis grand fan. Moi, plutôt le basket, mais foot, j'admire beaucoup. Vous avez fait du foot quand vous étiez plus jeune ou pas? Non, je suis américain. Ah, donc basket. Basket. D'accord. Thomas Kupfer, vous, votre vie, c'est le football? Ma vie est effectivement le football. Vous entendez peut-être, je suis né à Berne. Oui. J'ai passé ce fameux Röstigraben il y a 30 ans pour m'installer définitivement ici en Suisse romande. Vous êtes à Coppet depuis 20 ans. Voilà, je suis voisin de mon... Effectivement. Voilà, vous ne connaissiez pas avant, on précise. Non, mais vous serez le bienvenu à nos matchs de USTR 5, c'est un plaisir, parce qu'il nous manque des spectateurs. Et c'est une de nos ambitions de faire revenir du monde dans nos stades au Rojalet. On va en parler justement de vos ambitions pour ce club. Alors, vous êtes le nouveau président de l'US Terre Sainte. Vous prendrez vos fonctions au 1er juillet. Et puis vous succédez à Ali Gökök, qui est aussi une personnalité de la côte et puis qui était à la présidence du club depuis 17 ans maintenant. Pourquoi vous êtes présenté pour reprendre la présidence de l'US Terre Sainte? Alors, j'ai mon cœur qui bat pour le foot. Moi, j'ai fait durant toute ma jeunesse du foot à Berne. Et je sors d'une famille modeste et à 20 ans, j'ai réussi à jouer jusqu'en Première Ligue et en Ligue B une saison. Mes parents m'ont dit: il faut maintenant gagner ta vie. Alors, je suis venu ici en Suisse romande et j'ai fait pendant 30 ans une carrière dans la vie financière. Dans la finance, oui. Dans la finance. Et j'ai toujours promis à mon épouse, j'ai dit à 50 ans, si tout va bien, j'aimerais rendre quelque chose à la jeunesse. Et idéalement dans la commune où j'habite et idéalement, oui, dans le club de Terre Sainte. Donc vous avez 53 ans aujourd'hui, vous avez pris une retraite très anticipée en fait. Effectivement, et parce que j'ai dit il ne faut pas attendre trop longtemps. Maintenant j'ai l'énergie et j'ai tout pour m'investir bénévolement avec un comité. J'ai formé un comité avec 8 personnes. Alors on va les voir à l'image justement, ce nouveau comité que vous formez. Voilà, on les voit à l'image. Alors ça fait, on précise, 5 ans seulement que vous êtes arrivé dans ce club de l'US Terre Sainte. C'est le plus grand club du canton, avec 38 équipes et plus de 800 membres. Pour vous, l'US Terre Sainte, ça représente quoi? Écoutez, l'US Terre Sainte, ça représente effectivement le club de mon cœur, de ma commune. Et j'ai toujours dit, il ne faut pas aller ailleurs, il faut s'investir là où on connaît les gens. J'ai eu la chance, pendant 2 ans, d'entraîner des juniors A, pour bien connaître l'intérieur du club. Je pense que c'est important, si on veut reprendre une présidence et gérer un club, qu'on connaît bien la vie à l'intérieur du club. Après, on a eu malheureusement le Covid qui nous a empêchés de faire pendant 2 ans cette assemblée générale. Oui, vous deviez reprendre cette présidence il y a déjà 2 ans en arrière. C'est juste. Et puis maintenant, on a pu faire cette assemblée générale et puis on est impatient avec le nouveau comité de reprendre ce club. Alors, c'est quoi les objectifs justement avec ce nouveau comité? Quelle vision vous avez pour ce club? Écoutez, c'est une très bonne question. Avant de répondre à cette question, j'aimerais juste exprimer au nom de tout le nouveau comité tout le respect que nous avons
pour Ali, Nicolas Alpi, Robert Bernet et Daniel Noira, qui ont géré ce club pendant 17 ans. Et nous avons constaté que c'est un club qui a eu une croissance très importante ces dernières années. Ils ont démarré avec 300 membres, maintenant nous sommes à 700 membres. Et aujourd'hui, notre premier objectif, c'est de structurer le club. Ça veut dire nous avons un comité avec 9 membres, chacun un dicaster bien spécifique. Deuxième étape, c'est de moderniser le secrétariat et surtout remettre le site web au goût du jour. La communication visuelle, le site, les réseaux sociaux, etc. C'est très, très important. Ouais. Après, au niveau plan sportif, nous voulons devenir un club de formation pour les jeunes. Nous voulons être reconnus comme un club où les enfants sont bien entraînés avec des entraîneurs diplômés. Nous avons dans le club une cellule très importante au niveau foot féminin. Nous avons plus que 150 filles ou femmes avec 9 équipes qui méritent également toute notre attention. Et finalement, notre vision à moyen long terme, c'est d'assurer que pour chaque enfant, garçon ou fille, ils peuvent intégrer nos premières équipes. Soit on a aujourd'hui, au niveau des actifs, une équipe en 3e ligue, une équipe en 2e ligue, et là, la majorité de nos jeunes garçons doivent pouvoir intégrer cette équipe. Alors, la première équipe qui est entraînée par Julien Maranda, aujourd'hui, elle est 12e sur 14 au classement de cette compétition. Elle est un peu sur le fil du rasoir pour la relégation, hein. Écoutez, là, c'est également une très bonne question. Si on regarde les dernières 15-20 ans de Terre Sainte, le club navigue effectivement entre la première ligue et la 2e ligue interrégionale. Et pourquoi on parle? J'ai aussi parlé dans la presse du fil de rasoir. Regardez, aujourd'hui, nous jouons contre des équipes qui ont un budget qui est 3 ou 4 fois plus important. Ça, c'est la réalité du terrain. Et ce que nous essayons de faire, c'est de nous battre avec nos moyens qui sont faibles. Et nous ne pourrons pas augmenter le budget dans les prochaines années. Alors c'est vraiment la réflexion que nous nous posons, le comité actuel. Est-ce qu'à long terme, c'est viable d'avoir une équipe en première ligue ou pas? Mais sachez, après une analyse approfondie, nous voulons tout faire pour essayer de la maintenir les prochaines 2 années en première ligue. Maintenir le club là où il est. Et puis une dernière chose pour terminer cette interview. Vous m'avez dit tout à l'heure en coulisses que l'entraîneur Julien Maranda serait également nommé responsable du mouvement jeunesse, c'est ça? C'est ça. C'était pour moi une énorme satisfaction. Nous avons eu de longues discussions avec Julien. Julien, il ne faut pas oublier, ce n'est pas seulement un très bon entraîneur qui fait, avec notre première équipe, à mon avis, du très, très bon travail. Il est aussi instructeur à l'ACVF. Nous avons pu le convaincre de notre projet à moyen long terme et il a accepté d'être également responsable technique du mouvement junior. Et là, pour nous, le club, c'est une énorme chance d'avoir quelqu'un de sa qualité pour gérer ça. Petit bémol, c'est clair, si le Real Madrid venait le chercher, je devrais le libérer et tout. Mais là, on est confiant qu'on puisse également travailler sur du moyen long terme. Sur des bonnes bases, effectivement. Avec Julien Maranda, Thomas Kupfer, eh bien, longue vie à l'US Terre Sainte et longue vie à votre nouveau comité, à votre présidence. Vous prendrez vos fonctions donc le 1er juillet. Merci d'avoir été avec nous. Avec grand plaisir, merci à vous. Et Peter Hentel, merci infiniment aussi. Très bonne journée. Et vous qui êtes chez vous, merci de nous avoir regardés. Je vous souhaite une agréable suite de programmes et puis un bon week-end de Pâques aussi. À bientôt.